Dans les années 80, les années qui correspondent aux enseignements que j'avais à l'UQAM, aux recherches, aux subventions, aux voyages, aux conférences. J'étais aussi invitée à l'UNESCO. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait. Je courais vraiment partout. Peut-être que je courais partout parce que je savais que viendrait un jour où je ne courrais plus du tout. Je ne sais pas. En tout cas, c'était quand même très, très actif. Et je suis allée à quelques reprises dans le sud-ouest des États-Unis, au Nouveau-Mexique, en Arizona, région, comme vous savez, très belle, passionnante, le Grand Canyon, mais aussi chez les Navajos, et puis Mapabago à la frontière qui porte un autre nom, là, etc. À la réserve des Apaches, les Hopis. Plus tard, j'irai avec des autochtones canadiens, dont Cindy Gildy, dont j'ai parlé tout à l'heure, à Zuni pour une autre grande conférence sur l'écologie, le territoire, etc. Donc c'est un pays que je connais relativement bien. Je suis allée aussi avec mon fils au Grand Canyon. On passe par le pays Hopi où on voit les mesas partout. Oraibi, qui est le village le peuplement le plus ancien en Amérique du Nord, hors Mexique, là, mais etc. Donc ce sont des régions vraiment qui sont des régions de rêve quelque part, qui suscitent beaucoup d'imagination. Donc j'ai rencontré là-bas, je me suis fait des amis, etc. Et des autochtones qui fréquentaient l'université à Tempe ou aussi à Tucson, des gens qui avaient envie de participer en quelque sorte à la vie universitaire, au discours universitaire, même si c'est pas si passionnant que ça. Et j'ai donc décidé, lors de la conférence des sciences anthropologiques qui se tenait à Québec, je vous retrouverai la date exactement des années 80, j'ai organisé un grand colloque sur femmes, éducation et culture, auquel j'ai invité des femmes du Sud-Ouest, mais aussi Cindy Gilday, dont j'ai parlé, des femmes Mohawk de Kanawake, Minnie Freeman, etc. Tous les noms sont là dans le document que j'ai ici à donner. Et dans cette grande table ronde qui avait lieu à Québec, était présidée par Béatrice Médecine, qui est une femme Sioux, qui m'amènera plus tard d'ailleurs, m'invitera plus tard un Don du Soleil à Standing Rock dans les années 90. Et, et les discussants, les gens qui discutaient étaient Richard Lee, Helen Leacock et puis Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, je la connais depuis très longtemps. Elle se trouvait être la marraine de mon fils. On avait été à l'école, donc j'avais envie de l'inviter parce qu'elle est très sensible à la culture autochtone, etc. Donc c'était une conférence qui était très intéressante de mon point de vue à moi. Et pardon. Et donc on a fait un documentaire filmé qui vaut 0, qui était raté, complètement raté. C'est là où quand tu veux faire trop de choses. Moi, dans mon idée de femme féministe, j'avais un assistant qui devait faire le film. Est arrivée une femme qui me disait savoir filmer. Et dans une histoire un peu tout croche, j'ai donné le contrat à la femme. Alors que l'assistant, lui, et cette femme ne savait pas filmer, elle avait juré par tous les deux que ça avait filmé. Je pense qu'elle voulait voir des Indiens surtout. Alors le film ne vaut rien, pas de poignée de cacahuètes. Parce qu'il faut quand même parler des échecs dans ces histoires-là. On ne peut pas toujours parler des réussites, puis des échecs, j'en ai pas mal aussi. Hein. Excusez. Donc, elles sont venues à Québec, j'ai tout organisé, j'ai eu les subventions de Québec, de l'UNESCO. Le gouvernement à Québec, le type des subventions à Québec m'a dit que ce serait plus facile pour moi d'avoir une subvention si je donnais une autre université pour mon organisation. Pardon. Donc, j'ai demandé à Carmen Lambert de McGill, qui a donné son nom, pour faciliter en quelque sorte. Donc ça, c'était très, très bien de sa part, mais c'est moi qui ai organisé tout ça. J'ai publié un texte sur l'acculturation. C'est un vieux concept qui est dépassé d'une manière qui ne l'est pas de l'autre, parce que tout le monde sa culture, mais je veux dire,
on emploie on peut employer ou on emploie d'autres termes. Mais je l'avais écrit ce texte parce que parce que j'ai toujours été fascinée par tout ce problème d'identité. Qu'on retrouve par exemple chez les captifs, je reviendrai après à l'article, chez les captifs comme John Tanner, dont le récit était recueilli par Edwin James, qui est captif pendant 30 ans. Mais en quelque sorte, il devient un autochtone, il devient un Ojibwa, il a été adopté par Netnoqua, une femme Ottawa, mais qui vit chez les Ojibwa, parce que les Ojibwa à l'époque sont associés, et qui ne sait plus qui il est à la fin de la captivité, parce qu'il ne peut plus retourner chez ceux chez qui il était, chez ses parents, même s'ils ont disparu, sa famille, ses frères et sœurs, qui en quelque sorte n'est plus accepté par les autochtones parce qu'il a voulu partir, et qui va finir sa vie d'une façon extrêmement tragique, puisqu'il voudra reprendre ses filles, mais sa femme Ojibwa refuse qu'il reprenne ses filles. Il est poursuivi, il a quand même un petit peu de violence chez lui, c'est pas un ange et tout. Et il est très embêté parce que le frère de Schoolcraft, qui était personnage célèbre au 19e, s'intéresse à une de ses filles, il n'en veut rien parce qu'il déteste Schoolcraft, qu'il n'aime pas du tout le frère. Il finit par s'enfuir après s'être battu et puis il disparaît. Et quelques temps plus tard, on retrouve ses ossements et on sait que c'est lui parce qu'à côté il a des objets qui lui appartenaient. Donc c'est un destin tragique, et très souvent les destins sont tragiques chez les captifs, quels qu'ils soient. C'est pas une histoire... pas une histoire sentimentale, c'est pas une histoire d'amour, mais il y a quand même un phénomène qui est vrai, qu'on retrouve de façon systématique, c'est qu'une fois qu'un captif, qu'une femme ou un homme a été capturé, et si les conditions d'adoption sont propices, c'est-à-dire que c'est pas un homme nommé Cheval qu'on attache sur un pic à l'extérieur du tipi, comme dans le film, si vous avez vu le film avec Harris, A Man Named Horse, où au début il est attaché dehors et tout. Si les conditions sont propices, à ce moment-là, il va s'y trouver très bien, parce qu'il y a une sorte de rondeur, de côté entier dans la vie autochtone. En tout cas, moi j'ai trouvé qui n'était pas disjoncté comme je l'avais trouvé avant dans la famille occidentale. Peut-être qu'aujourd'hui il est disjoncté pour toutes les raisons qu'on connaît de changement du point de vue qu'on a parlé, de difficultés qui existent actuellement, mais cette espèce de champ dans lequel on est entouré, dans lequel on vit, dans lequel on est, et aussi le côté très aventurier de l'achat, de la pêche, des voyages, des déplacements, des fêtes, des rituels, et aussi le côté religieux, le côté spirituel, parce que la religion est très forte, et les religions sont très ancrées, les rituels sont très ancrés, les mythes et les rites aussi sont très unis, ce qui fait que la personne qui peu à peu pénètre là-dedans, elle pénètre dans un univers nouveau, un univers qui est très éloquent, un univers qui va la modifier, modifier cette personne. Alors c'est tout à fait possible. Donc j'ai recueilli un certain nombre, j'ai fait le récit, j'avais édité le récit de Tanner, j'ai fait la traduction, j'ai fait aussi l'édition, mais j'ai aussi recueilli un certain nombre de récits de captivité dans les archives françaises, des archives générales, des archives à Ottawa, ou même des archives de la marine, etc. Donc ce sont des textes en français qui sont beaucoup plus rares. On retrouve le bonhomme Nicolas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez les Esquimaux, une jeune fille esquimote qui est capturée par une dame à Terre-Neuve, etc., etc. Donc il y a vraiment des mouvements extraordinaires entre les gens, ou aux États-Unis, des Français qui sont capturés pendant un certain temps, qui s'échappent, il y en a d'autres qui meurent et tout. Alors c'est un sujet qui existe déjà depuis le début de la colonisation des Européens, et qui existait avant la précolonisation, entre les tribus amérindiennes elles-mêmes, de façon souvent parfois hiérarchique,
comme chez les Kwakiutl, aller chercher des slavies au Grand Lac des Esclaves, pas pour rien qu'on l'appelle Grand Lac des Esclaves, même si les slavies aujourd'hui ne sont pas des esclaves, etc., et qui étaient ramenés pour faire des travaux, comme faire du ménage, on en parlait tout à l'heure, des choses comme ça. Donc, de façon hiérarchique, qui était tout à fait au bas d'échelle. Donc, on retrouve cette structure dans des sociétés amérindiennes, nord-américaines, très structurées. Quand je dis nord-américaine, je exclue le Mexique, même si ça fait partie géographique de l'Amérique du Nord, parce que là, on arrive à quelque chose de tout à fait différent. Donc là, ça existe depuis toujours, ça a toujours été comme ça, donc c'est pas du tout récent. Et il y avait un récit que j'adorais raconter aux étudiants dans mes cours, c'était celui de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, qui est au XVIe siècle, qui, à la suite du naufrage des navires de Pamphilo de Narvaez, se retrouve en Floride tout seul. Ils sont 6 ou 7, dont le mort, El Moro, le mort, M-A-U-R-E évidemment. Aux étudiants, je disais, tant vous avez compris, là, c'est pas le mort, ouais, le mort, excusez-moi, donc, il y a alors, Cabeza de Vaca, pour couper court, va parcourir de la Floride jusqu'à Mexico pendant 8 ans pour rejoindre Mexico. Et en cours de route, il s'arrête dans certaines tribus où il est maltraité, dans d'autres où il est considéré comme un guérisseur, un chaman. En cours de route, certains de ses compagnons vont mourir. Et 8 ans plus tard, il arrive à Mexico. Donc après alors c'est comme une forme, il est capturé en cours de route, il s'échappe, il continue son chemin. C'est un récit vraiment extraordinaire que je connaissais depuis longtemps et faisait toujours partie de mes cours dans l'introduction de parler de Cabeza de Vaca, puis en plus le nom, évidemment, ça intriguait tout le monde, que c'est pas possible que quelqu'un s'appelle Cabeza de Vaca. Voilà. Donc ça faisait partie. Donc c'est un sujet que j'ai toujours beaucoup aimé. Et pour revenir à l'acculturation, c'est venu aussi du fait que j'avais fait un court séjour. Je ne vais pas exagérer là, parce que j'ai fait un court séjour un été à Misiones, dans le nord de l'Argentine, chez les Guarani. C'était Embu. Le vrai nom, c'est pas Guarani, on va dire Guarani. Et j'avais été invité par une organisation pour voir sur le terrain, pour quelque sorte. Mais une fois sur le terrain, est-ce que c'est par naïveté ou par ignorance, je ne sais pas, etc. J'ai vu tout de suite que l'organisation qui venait d'Allemagne, une église d'Allemagne, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon je pourrais me tromper. En tout cas, au départ, il y avait un but, c'était d'acculturer les Guaranis, pour faire en quelque sorte qu'ils s'habituent au monde des Blancs. C'est-à-dire qu'on fasse aux Guaranis ce qu'on a fait aux Montagnais, aux Cris, à tout le monde au XIXe siècle, ou de dire aux Cris de l'Ouest, vous allez cultiver au lieu de chasser le bison, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va apprendre autre chose. Alors pour moi, c'était quelque chose d'invraisemblable, et pour les gens qui avaient en quelque sorte ce plan, c'était quelque chose qui était nécessaire. Alors, c'est une question philosophique à laquelle je ne vais pas me permettre de répondre, la question n'est pas là. C'est une question philosophique dans la mesure qui a raison, qui a tort, où cette question-là ne se pose même pas telle qu'elle, mais en quelque sorte, qui sommes-nous pour montrer aux autres comment être et que l'on ne laisse pas les autres nous montrer comment on devrait être nous. Donc cette expérience, elle était en même temps extraordinaire parce que j'étais bien accueillie. Les Guaranis étaient d'une gentillesse vraiment incroyable. Je veux dire, tu sais quand tu te sens bien dans un endroit là, vous connaissez tout ce sentiment. C'est un sentiment qui est irrésistible. Et si on le sent comme ça, c'est il y a quelque chose qui se passe. Donc c'était, et puis on avait même été à Iguaçu. Parce qu'il y avait quelques Guaranis qui avaient filmé à l'époque dans le film La Mission, où il y a Robert Nuniro, puis il y a surtout le jésuite là, qui descend les chutes qui va vers la Garganta del Diablo, là, etc. Donc c'est assez étonnant aussi. Donc je découvrais un très bel univers, et c'est clair que les Guaranis ont beaucoup souffert. La question n'est pas là, mais je me disais, est-ce que la solution, c'est d'apprendre aux gens à mieux parler espagnol, et puis
aussi tous les matins à chanter l'hymne national. Mais ça, je sais qu'en Amérique du Sud, chanter l'hymne national, c'est très important. Ici, beaucoup plus. Donc, il faut aussi relativiser parce que c'est pas du tout choquant quand tu es en Amérique du Sud ou au Brésil où je suis allée souvent, que les gens chantent l'hymne national. Et ici, c'est tout à coup les gens dans le jardin ce matin se mettaient à chanter au Canada, je pense qu'on dirait ils ont perdu la tête. Tu vois, donc c'est relativisme culturel, c'est un peu tout ça. Donc c'était quelque chose qui a été difficile, qui était en même temps très beau, mais qui te repousse dans un autre espace où tu sais très bien que c'est pas la solution et que en fait, est-ce qu'il y en a une solution? En tout cas, s'il y a une solution, elle ne vient pas des Blancs, elle ne vient pas de nous, ça, elle ne vient pas de là. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est assez compris, parce que moi, ce dont je parle aussi, je parle d'une époque où les gens vivaient donc dans leur communauté, où il n'y avait pas les conflits qu'on trouve aujourd'hui, mais aujourd'hui aussi, chez les autochtones, on trouve un nombre très important d'autochtones, extrêmement important, qui ont fait des études universitaires, qui ne sont pas fait des études universitaires, qui sont des artistes, des peintres. Vous avez l'exemple de M. Volant qui est médecin chirurgien. Evelyne Saint-Onge à Ouachat enseigne aux jeunes Inuits dans les forêts comment vivre en forêt, toutes les techniques, elle est très forte là-dedans. Elle a même eu un doctorat honoris causa de l'UQAM. Il y a sa sœur Anne-Marie André Saint-Onge, qui a enseigné pendant des années l'Innu aux enfants et qui parle parfaitement Innu. Donc il y a un nombre de prodigieux de gens, dont mon amie Cindy Gildé aussi à Yellowknife, un nombre de gens importants qui, soit par la langue, enseignent la langue, ont réappris des techniques, les communiquent aux autres, qui n'ont absolument pas besoin des Blancs, n'en ont nul besoin. Et que cette parole, comme je l'avais il y a très longtemps, en 72, écrit, en 72, que cette parole, qu'on la laisse aux Autochtones parce qu'elle leur revient, et aujourd'hui, elle revient plus que jamais. Parce que d'abord, il y a des films qu'on fait, il y a Wapikoni Mobile qui fait des films extraordinaires, qui se promènent partout. Donc, il y a la créativité, elle est à l'œuvre, il y a vraiment un nombre incalculable de gens qui sont extrêmement talentueux, très créatifs. Alors moi, je pense qu'on est passé quelque part. Alors, il y a aussi le côté obscur du fait qu'il y a des problèmes sociaux. Puis il y a aussi le suicide qui cause de très très grandes douleurs dans les communautés. Donc on peut pas le cacher, mais je pense que les communautés maintenant sont à même d'arriver à des solutions beaucoup plus importantes, en tout cas plus essentielles ou plus efficaces, je veux dire, que nous. Alors c'est pas compliqué. C'est compliqué. Ce que je veux dire, moi, je ne suis pas là pour donner des solutions, mais je suis là pour observer, me dire en quelque sorte que les femmes et les hommes, et je le voyais dans les séminaires, la conférence, j'avais surtout des gens qui savent de quoi ils parlent. Il faut les écouter, c'est ça que je veux dire aussi. Il faut les écouter. Comme m'avait dit un étudiant, qu'on était allé... chez Madame Wawanolette, chez les Abénakis, puis à un moment, elle racontait tout sortes de choses. Il y a un étudiant très bête qui avait dit « Oh, madame, vous n'êtes pas bien structurée. » Parce que tu sais, à l'époque, quand on dit tout le temps aux gens, ici, on dit tout le temps « Ah, est-ce qu'elle est structurée, elle n'est pas structurée. » Puis j'ai dit ça va pas, là, Michel, il s'appelait Michel. Non, là, tu laisses madame Wawanolette tranquille. » J'ai eu du fun aussi. Et des grands moments. Des années 80, 86 par là, il y a un groupe qui a été formé par Godelier au CNRS sur les polythéismes. Et un groupe de ce grand groupe a été formé à l'EPHE, donc l'école pratique des sciences religieuses, dont j'ai été invitée à faire partie pour parler des religions amérindiennes, donc les polythéismes ou les monothéismes, etc. Moi, ce qui m'intéressait dans ça, parce que tout à l'heure j'ai parlé des archives, mais aussi dans ma bibliothèque là-bas, j'ai pas mal de bouquins. D'abord, j'ai les relations des jésuites, j'ai les nouvelles relations des jésuites, j'ai les récits des chroniqueurs qui avaient été publiés par les PUF dans les années 40, des livres. J'ai même
un original de la phyto. J'ai évidemment là longtemps parler avec ce dialogue avec Addario, comte d'Ariong de son vrai nom, etc. Alors j'adore tous ces trucs-là. Et les relations, personne ne dit toutes les relations là, d'une page à l'autre, la question n'est pas là, mais moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quoi? Et à un moment donné, il y a un des auteurs, des chroniqueurs, plusieurs chroniqueurs d'ailleurs, des missionnaires d'abord, les Récollets, les missionnaires jésuites, qui vont chez les Amérindiens et qui s'interrogent tous, y compris les chroniqueurs qui ne sont pas des religieux, qui s'intéressent tous sur Dieu. Parce que la question, c'est de savoir, ont-ils un Dieu? Parce que ils sont sans foi, sans roi ni loi, donc ils ne peuvent pas avoir de Dieu. Ils n'ont pas de. Donc alors, le sans foi, sans roi, ni foi, ni roi, sans loi, sans foi, ni roi, ni loi. Donc c'est celui qui n'a rien en quelque sorte parce qu'il n'a pas l'aspect juridique, l'aspect religieux, l'aspect la police au sens grec de la ville du civilisé. Donc ces chroniqueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tout à l'envers, parlent de l'autre côté, non pas parce ce que les Amérindiens ont, mais surtout parce qu'ils n'ont pas. Donc, ils n'ont pas, c'est pas pour rien qu'un quelqu'un comme Chauveton, que j'étais vraiment merveilleux, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais à un moment donné, il en a tellement marre de cette histoire-là qu'il va dire bonjour monsieur le diable, parce que, en quelque sorte, le diable est presque confondu à Dieu. Parce que toutes les manifestations que les jésuites voient chez les autochtones sont des manifestations qui viennent du diable, diabolique. Alors, par exemple, le rituel de la tente tremblante chez les Cris ou chez les Inuits, quand le chaman est à l'intérieur et que la tente se met à trembler, il y avait Richard Preston avait fait refaire une cérémonie et j'avais rencontré un des Cris qui avait fait la cérémonie qui m'avait donné des photos de Richard Preston. C'est quand même extraordinaire. Hein? Ça, c'était un reportage, l'ancien reportage. Donc c'est toujours par le manque qu'on analyse ce que les gens ont. Et la question qu'on va se poser, y a-t-il un Dieu? Et peu à peu, en lisant les chroniqueurs, et j'ai les références sur ça, parce que je ne peux pas les donner là, c'est qu'il y a un secret sentiment. Et ce secret sentiment, c'est un sentiment sacré du Dieu qui existe, d'un Dieu qui existe. Donc ils ne sont pas monothéistes, ils sont par le manque, et ces dieux existent. Donc, mais il n'en reste pas moins que malgré cette question qui est une question timide, on continue de voir toutes les manifestations qui peuvent être qui sont d'un ordre hautement spirituel, comme des manifestations diaboliques. Et comme tout le monde sait, le diable fait peur. Ouais. Grosso modo, c'est ça mon texte où je donne beaucoup de références. Je donne des références autant des chroniqueurs, parce que c'est mon intention de le faire, du 15e, 16e, 17e, 18e, mais aussi des anthropologues plus tardifs comme Paul Ranin qui a travaillé sur la question, etc. Et quelqu'un m'avait reproché d'en être resté à la phyto dans mon texte, mais j'en suis pas resté à la phyto. La phyto, lui, quand il écrit « Meurtre des sauvages américains comparé aux meurtres des premiers temps » en 1724, c'est Saugralané, frère, excusez-moi, en 2 tomes, et il le fait à partir des relations des jésuites. Il se sert des relations des jésuites, donc je ne m'en sers pas à la phyto, mais la phyto, en quelque sorte, vient nous dire un certain nombre de choses que les jésuites ont dit, et par la suite, des écrivains, Bell, Chauveton et d'autres, qui sont en Europe, en parlent parce que ça intéresse tout le monde, cette question. Cette question, elle intéresse tout le monde, et tout le monde lit parce qu'on publie, et par la suite, on en parle. Donc, c'est une sorte de recherche sur ce sentiment, parce qu'on sait au départ, on sait au départ que les Amérindiens sont des gens très religieux, très spirituels, hautement spirituels même, mais que leurs manifestations sont interdites d'abord parce qu'elles font peur avant tout
aux Européens ou aux Euro-Canadiens ou aux Américains. C'est ça, une question de peur, d'appréhension.